nous accueille sur le centre de réception et pressurage. Peut-être parce qu'on fait des bons produits. Parce que ça s'est fait sans qu'on soit fier, hein. Ça s'est fait gentiment, petit à petit. Je vois pas le vignoble de Lyon et en particulier l'Auxerrois sans le crément. C'est jamais parfait, quoi. On voudrait que ce soit toujours mieux, quoi. Mais si vous sabrez un crément ou un magnum de crément, si vous sabrez ça, ben... Alors donc ici on est aux Caves de Bailly, dans Lyon. On est dans un petit village qui est Saint-Brie-le-Vineux et on est également 55 mètres sous terre. Donc on est dans une carrière d'extraction de pierre à l'origine qui date du XIe siècle et on est sur le berceau aujourd'hui de l'appellation du crément de Bourgogne depuis maintenant 36 ans. Alors donc au sein de la cave on a toute l'activité qui est donc production, c'est-à-dire qu'on a aussi bien la cuverie, la salle de tirage et le stockage également dans la cave, puisque le stockage en fait c'est pas uniquement du stockage, c'est également de la prise de mousse. Toutes les bouteilles sont sur latte dans la cave pour faire leur prise de mousse. Donc elles sont en train de travailler tout simplement. En fait, mon grand-père est donc le président fondateur de la cave. Bon, il ne l'a pas créé tout seul, il a été aidé également de quelques coopérateurs aussi avec lui. Mais à l'origine, oui, c'est la personne qui a eu l'idée de produire quelque chose de différent. Et aujourd'hui, on peut être fier de ça, parce qu'aujourd'hui, on a l'appellation qui est une AOC, appellation d'origine contrôlée, crément de Bourgogne. Quand est-ce que je bois du crément? Tout le temps. Non, je dirais un apéritif, je reçois des copains, un anniversaire, on ouvre une bouteille de crément. Je dirais qu'on ouvre une bouteille de crément assez facilement, peut-être même plus facilement qu'une bouteille d'une grande appellation, par exemple. Donc là, je vais vous faire goûter une cuvée de la cave, qui est la cuvée Vive la Joie. Donc c'est une cuvée haut de gamme en crément. Ça, c'est le haut de gamme en crément, ça. C'est vraiment la cuvée haut de gamme. C'est une cuvée qui a 36 mois d'élevage sur latte. Donc on est sur des arômes secondaires, donc qui se sont développés, je dirais, au fil du temps. Et on est sur des choses très prononcées, donc un petit peu pain beurré, des arômes assez forts, du coin, un petit peu confit, quelque chose qui s'est vraiment fondu et qui a gagné en puissance également. Et au niveau de la bulle, on a une bulle qui est quand même très légère, onctueuse en bouche, légèrement piquante et qui a vraiment un très faible taux d'acidité. Et c'est vrai que ça passe très très bien en apéritif pour passer un moment convivial, hein, tout simplement. Coopérateur, je dirais que c'est déjà avant tout une entraide mutuelle. C'est une mutualisation de personnes. Moi, je vois pour ma part, il y a 10 ans, quand j'ai perdu mon père et mon grand-père, je dirais ça s'est passé dans la même année, à 4 mois d'intervalle. J'ai eu mes vendanges un mois après à faire, et j'ai des gens qui sont venus me voir justement, qui étaient coopérateurs aussi, qui sont venus me voir en me disant écoute, tiens,
On va te montrer un petit peu comment ça se passe, ne serait-ce que pour remplir les papiers au niveau des déclarations des douanes, savoir voir un petit peu les taux de maturité dans les parcelles, par quelle parcelle commencer. Enfin, je dirais que c'est tout un tas de petites choses, mais quand on est dans un moment un petit peu difficile, on apprécie toujours ce genre de conseils et ces petits coups de main qu'on va pouvoir donner à droite à gauche. Il y a des viticulteurs au sein de la cave qui sont venus me voir en me disant tiens, on va te vendanger 1, 2, 3 hectares pour que tu puisses travailler un petit peu chez toi aussi. Ça marche dans les deux sens. Ça c'est des choses, il faut savoir s'en rappeler aussi un petit peu. Hein, et voilà, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on est quand même assez solidaires. On est quand même assez solidaires. Et ça, c'est un bon point. C'est un peu une grande famille, quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est une grande famille, ouais. C'est exactement ça. Donc on est sur le finage d'Irancy avec le village qu'on distingue très bien derrière. Puis on aperçoit quand même la configuration est naturelle et très particulière du vignoble d'Irancy, c'est-à-dire avec le village qui est au centre d'un genre d'amphithéâtre naturel. Et c'est pour ça que dans la région, même si on est là pour parler du crément, Irancy c'est quand même le principal village qui produit des vins rouges dans la région. Alors là je vais sur 50 ans cette année, voilà, donc déjà pour situer le recul. J'ai commencé de travailler avec mes parents en 79, donc une trentaine d'années. Donc mes parents qui sont vignerons des deux côtés, c'est-à-dire mon père qui est originaire de Chitry, c'est à 10 km d'ici, d'une famille de vignerons, donc plus sur les blancs. Et ma mère, une vieille famille, le nom c'est Rojo, une vieille famille d'Irancy, un vieux nom d'Irancy. Et donc voilà, j'ai poursuivi l'activité familiale. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir 2 enfants qui ont bientôt 17 et 20 ans, qui sont à Beaune à l'école et qui s'apprêtent à poursuivre. Donc voilà, tout va bien. Donc là c'est donc c'est ce qu'on appelle la taille Guyot. Donc taille Guyot, c'est le nom de son inventeur. Et donc où on laisse une baguette, c'est-à-dire donc un long bois, donc avec 3, 5, entre 6 jusqu'à 9, 10 bourgeons. Et puis derrière 1 ou 2 coursons qui vont servir à rajeunir la taille des années suivantes. Et donc là on voit les bourgeons qui commencent à débourrer. Et donc après la taille, le travail suivant, c'est justement, ça concerne la baguette qu'on a laissée, donc qui est plutôt sur un plan vertical, et donc qu'on attache sur le fil du bas. Parce qu'après les bourgeons vont pousser dans le plan de la treille, et donc pour pas que les bourgeons, que la végétation soit trop emmêlée, trop entassée, donc ça permet d'étaler la végétation dans l'espace. Et puis après, le travail suivant, donc c'est ce qu'on appelle les bourgeonnages. Alors là c'est encore un peu tôt, mais là on distingue bien le bourgeon principal et le bourgeon secondaire. Donc après on va passer, puis bon, dans 15 jours, 3 semaines, quand les pousses auront atteint à partir de 5-10 cm, pour éliminer le bourgeon secondaire. Alors là ce que je fais c'est peut-être un peu risqué parce que si ça gèle, des fois il n'y a que le bourgeon principal qui est plus en avance qui gèle, donc on est bien content d'avoir un bourgeon secondaire. Mais bon là c'était pour l'exemple. Voilà. Et toi, au niveau consommation personnelle du crément, t'en bois régulièrement, t'en bois à quelle occasion? Moi j'aime bien des fois en fin de journée quand on rentre des vignes. Bon alors faut pas croire qu'on se tape une bouteille de crément tous les soirs, mais des fois c'est assez sympa quand il y a, pour une raison ou pour une autre, quand on a fini un travail, quand c'est l'anniversaire d'un employé, voilà, ou quand l'occasion se présente. Et c'est à ce moment-là que j'apprécie le mieux, quoi. C'est après une journée au grand air, au soleil, c'est tout à fait agréable. C'est festif un peu, c'est toujours un peu associé. Oui, parce que bon, en plus on peut en abuser un peu, ça, le lendemain il n'y a pas de problème, donc voilà. Je pars du principe que quand les gens bossent bien, quand c'est fait dans un bon esprit, il n'y a pas de... Enfin,
ça doit réussir, quoi. Donc, vu comme c'est parti, alors, au niveau des caves de Bailly, mais au niveau du crément de Bourgogne plus généralement, c'est vrai que moi je lui vois tout à fait sa place et même une place indispensable dans la hiérarchie ou dans le vignoble bourguignon, quoi. Non, c'est tout à fait, moi je suis fier d'être vigneron indépendant pour les Irancy et aussi très fier d'être coopérateur pour faire du crément. Je trouve que c'est un équilibre parfait, qui me convient bien. Là, on a une superficie en fait de 4 hectares de cave en totalité. Donc ça part par là sur à peu près 200 mètres et puis on a à peu près également 200 mètres en largeur et 200 mètres en profondeur. Donc sachant que la cave est, je dirais, un petit peu parsemée de grandes salles avec quelques piliers de soutien par-ci et par-là justement qui maintiennent la strate de roche qu'on peut voir, puisque la strate de roche en fait est linéaire de l'entrée de la cave jusqu'au fond de la cave. Et ce qui fait que, à l'époque, ils avaient quand même prévu de mettre quelques piliers de soutien justement pour maintenir cette strate et éviter que le plafond nous tombe sur la tête tout simplement. Ok, on y va. Et nous voici donc dans la vinothèque. Alors, la vinothèque, c'est, je dirais, un petit peu tout l'historique des cuvées qu'on a pu produire au fil des années au sein des caves Bailly-Lapierre. Donc, on retrouve tout un tas de millésimes, de différentes cuvées de crément, quelques vins aussi également. Mais essentiellement, je dirais, c'est une bibliothèque de crément qu'on a produit depuis l'origine de la cave. Je sais qu'il reste quelques... il y a 72 qui est là-bas aussi. Ah, tu me montres, donc ça c'est l'année... Donc ça c'est les premières bouteilles qui sont ici. Les toutes premières bouteilles de crément qui sont sorties des caves Bailly-Lapierre. D'ailleurs on peut voir un petit peu l'état physique de la bouteille. Je vais en prendre une. Il ne reste plus beaucoup. Donc, vous voyez au fil des années donc le muselet qui a rouillé un petit peu, bien entendu. C'est la cuvée historique, ouais. C'est la première bouteille de crément qui est sortie d'ici. Eh bien oui, ça nous arrive donc à des occasions un petit peu particulières dans le cadre de dégustation un petit peu professionnelles. Dans le cadre de notre travail aussi, quand je travaille donc à l'espace vente avec les collègues, récemment, on a goûté un chardonnay 93, donc pur chardonnay, 100% chardonnay. Et sincèrement, c'était vraiment exceptionnel. C'était quelque chose qui était vraiment fondu. On avait des arômes très forts, très puissants de miel, vraiment d'acacia, vraiment prononcés. Une bulle qui était vraiment onctueuse en bouche, quelque chose de très sympa. Et ça nous permet aussi de voir un petit peu l'évolution et puis de pouvoir également expliquer aux clients un petit peu pour leur donner un peu les notes, je dirais, principales de l'évolution d'un crément de Bourgogne. Oui, c'est un peu un métier de mémoire, oui, et je dirais également que on en apprend un petit peu tous les jours, et puis on voit des choses différentes tous les jours également, et les vins, je dirais les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Que ce soit d'une année sur l'autre, on aura toujours des différences entre les produits suivant les terroirs. Ça, c'est imparable, on travaille avec la nature. Donc chaque vin a vraiment un caractère et il n'y en a pas un qui va ressembler exactement à un autre. On a toujours une petite différence, quoi qu'il en soit. C'est un working play ici? Oui, j'aime bien. Ouais. C'est assez reposant. Il y a une bonne ambiance. Il n'y a qu'à regarder. T'as vu le vicomte qui m'a dit qu'il avait trouvé les morilles? Oui. Ça
Alors on a bouché un coin, c'est moi qui ai trouvé les premières. Et quitté Beaune à 6h30. Hein. En roulant pas trop mal, bon j'étais ici un peu avant 8h, mais... Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes à Cave de Bailly? Depuis la création, hein, 1972. Hein. C'est pas ce qui nous rajeunit, mais enfin c'est... Ce que je disais ce matin, tu es le dernier membre à avoir fait partie de l'équipe initiale. Du départ. Ouais. Ça fait 40 ans. Enfin, ça fera 40 ans dans l'année prochaine. Quoi, mais... De toute façon, si on compte 72 et qu'on compte 2011, ça fait 40. Hein. Oui. Ça fera... Bon, les péripéties avec les premiers pressoirs ou les vessies, elles ne faisaient pas 2 jours. Donc, pas 2 jours, mais enfin, et craquer des fois 2 fois dans la saison. Tout ça, il y a eu une grosse amélioration. On en est à la 3e génération de pressoirs. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est pas la vie de château, mais c'est relativement... Ça fonctionne bien, quoi. Bon, la grosse chance, c'est d'avoir pu faire l'acquisition d'un site extraordinaire dans le coin, quoi, des 3-4 hectares de carrière comme ça souterraine. C'est l'idéal. Hein. Climatisé naturel. C'est vrai qu'à l'époque actuelle, quand on fait... Il va y avoir des gros ingénieurs qui font des bilans carbone. Là, le bilan carbone, il est tout fait, quoi. Il suffirait un peu de panneaux dans la côte et puis on ferait notre électricité nous-mêmes, ça serait fini, quoi. C'est tout. On a des idées, hein, vous voyez, même quand on met une casquette, ça ne gêne pas là. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir... on a une petite génération d'écart, mais... sans que ça soit forcément des conseils, c'est déjà, je pense, la transmission un peu de l'histoire d'Iran aussi, de la vie des familles. C'est plus sur le sujet de l'anecdote, de dire un tel, il était comme ça, ou il a fait ci, il a fait ça. Bon, après, au niveau du boulot, c'est vrai que... il sait faire, hein, j'ai plus besoin de... Non, mais c'est ça, mais après, c'est plus la petite histoire d'Iran aussi, c'est par des gens comme lui, il y a Long, il y a des comme ça. En plus, bon, Roger, c'est un pur d'Irancy. Son père aussi, donc toute une longue lignée de gens qui font qu'ils ont emmagasiné tout comme ça un savoir. Bon, alors ça peut intéresser ou faire rire que nous, mais je trouve que c'est très important dans la vie du village, quoi. Après, ça, c'est noté dans les... On est parti, on va aller manger. Les gars, là. Impeccable, tout va bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Bon, je vais chercher une vendangeette alors. Vous avez un seau là pour moi tout ce qu'il faut, hein. Que je montre à un gars de 20 slots que les gars d'Irancy ça bosse bien quand même. Pour l'instant, les gars d'Irancy, j'en vois pas beaucoup. Ah bah regarde Robert quand même. Il y a que Robert. Mais dis donc toi. On oublie. Ah ouais, alors je vais me faire engueuler, je crois. Voilà. Arrivé à un certain moment, bon, les contrôles de maturation, ça nous aide beaucoup. Mais arrivé à un certain moment, on attend toujours le maximum des sucres et puis le minimum d'acidité. Mais à partir d'un moment, quand tout est arrivé, quand tout est stabilisé, que les sucres ne montent plus, que l'acidité ne descend plus, ben là il faut y aller, il faut rentrer le maximum dans le minimum de temps. Mais toujours pareil, on sait à peu près, par rapport à certaines vignes, il y en a certaines qui sont en avant, d'autres qui sont moins en avant, d'autres qui sont bien chargées, d'autres moins chargées. Donc on fait en fonction de ça, on fait dans l'ordre en finissant par les plus tardives, quoi, par exemple. Ouh, il y a trop de sécateurs. Il va falloir que j'y aille parce qu'il commence à rouspéter. Maintenant, c'est le vendangeur qui commande. Hein.
Donc ce que nous sommes en train de recevoir vient d'arriver, il était cueilli dans l'après-midi, donc il va arriver ici maintenant entre 18h et 21h. Les abeilles, c'est tout simplement dire que les bacs étant percés, le jus coule par terre et les abeilles ne viennent que sur du sucre, hein, très rarement sur du vinaigre. Donc c'est un signe très très intéressant pour nous, de dire que nous sommes effectivement à maturité. Donc le premier travail consiste à réceptionner chaque producteur qui est identifié. Tout ce tri sélectif est très très important pour la suite des opérations puisque nous sommes dans une méthode traditionnelle basée sur l'assemblage et donc tout est trié au départ pour pouvoir ensuite regrouper les cuvées. Nous avons 4 pressoirs en ligne, donc 2 pressoirs de 12 tonnes, un pressoir de 6 tonnes, un pressoir de 8 tonnes. En fait, ce sont des pressoirs à air comprimé, donc il y a une enveloppe à l'intérieur, une poche qui reçoit le raisin. C'est un plus d'avoir cet acte qui ne martyrise pas le raisin. Voilà. On emploie un petit peu ces termes qui peuvent paraître un peu curieux, mais c'est quand même très très important. Il y a dans ce métier quand même beaucoup de délicatesse. Donc là nous sommes dans la réception des jus avec des ustensiles qui sont très très importants, qu'on appelle des belons. Donc les belons, un belon par pressoir nous permet de fractionner les jus en fonction de l'acte ou du stade du pressurage. Ça veut dire que pendant la phase de remplissage, on va séparer une quantité de jus qu'on appelle des tailles. Donc cette quantité de jus de départ va être retirée, mise de côté tout simplement. Ensuite, on passe à l'acte de presse, la véritable presse qu'on appelle la cuvée. Cette cuvée qui est en train de couler là, cette cuvée qui représente à peu près 70% de l'ensemble, c'est elle qui va nous servir à faire les meilleures cuvées de notre production. Et à partir de ce stade-là, les vins vont ensuite être dirigés, enfin les jus vont être dirigés sur la cuverie, qui se trouve ici, c'est très particulier, à 40 mètres en dessous de nous, sous terre carrément, où là il y a la suite du process, c'est là qu'on va commencer à débourber, décanter et ainsi de suite. Donc tout le travail technique, je dirais l'œnologie, commence vraiment après ça. Je ne veux pas dire qu'on a gagné quand on a bien fait ici, mais en grande partie. L'œnologue nous racontera que c'est grâce à lui, mais c'est normal. Ici, je me rappelle quand j'étais gamin, c'était une vigne de mon grand-père paternel, qui a été arrachée, recultivée, replantée, c'est moi qui l'ai replantée. Mais je me rappelle quand j'étais gamin, on est là. C'était toute une histoire, on mangeait dans la vigne, le grand-père, on faisait le feu de javel pour casser la croûte en bas des traits. Il y avait le cheval, moi je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait encore le cheval avec les pièces on ramenait ça en tonneau. Hein. Voilà. On fait nos élongations en même temps, c'est un sport complet la vendange. Hein. Voilà. Ici, si on veut, il y a Chitry. À 4 km en bas, Saint-Brie-le-Vineux.
De ce côté-ci, Irancy, à 7 km à vol d'oiseau, hein, Irancy, et Coulanges-la-Vineuse, qui est de l'autre côté de la rivière, qui est à 10-12 km à vol d'oiseau. C'est les principaux, c'est les villages du départ. Les deux principaux, c'est le Pinot Noir, pour 75%, et on va dire 70% en gros, quoi. Et puis en gros 30% les raisins blancs chardonnay. Bah, c'est les deux cépages bourguignons principaux. Hein. Alors nous sommes maintenant dans la cuverie, donc on va aller voir l'arrivée des jus que nous venons de laisser au niveau du quai d'expédition, centre de pressurage, fragmentation des jus Belon, et donc le jus descend ensuite par gravité près de 50 mètres plus bas sous terre. La dégustation des jus est quand même très très importante. On va sentir dans un jus le fruit naturel du raisin. Si ça sent bon au départ, ça va sentir bon jusqu'à la fin. C'est quand même très très important. Il faut vraiment ensuite être capable de transformer ça dans sa tête et d'imaginer, d'être capable de reprendre le cheminement, de dire bah, voilà, j'ai déjà senti ça à telle époque, ça donnait telle chose. Voilà. Après, le vin, c'est un métier de mémoire. Hein. Donc on met ça dans une petite case et on est capable de dire, mais tiens, en 2000, on avait la même chose. C'est ça, le métier, c'est vraiment ça. Moi, je sens des choses intéressantes. Voilà. À ce stade-là, c'est juste, mais ça va être intéressant. Un vrai jus de fruits. Vous voulez goûter? Avec plaisir. Le crément de Bailly ressort souvent dans les concours, vous le retrouvez sur les journaux spécialisés, les guides et ainsi de suite. Et les gens qui ont goûté nos créments, des fois on envoie une bouteille comme ça en échantillon, et bah ça fait ses petits. Hein. Et si on en fait 4 millions de bouteilles, je crois à peu près 4 millions de bouteilles assorties de Bailly, bah c'est parce qu'en quelque part, eh bien, il y a le produit là, quoi. Rapport qualité-prix. Vous avez fait une grosse journée. Un copain qui passe comme ça à l'imprévu, vous avez une bouteille de crément au frigo, parce qu'il faut tout le temps en avoir une au frigo, hein. Et des fois ça ne suffit pas, et ben, je vous garantis qu'on se régale. Hein. Hein, bien frais, hein. C'est là que c'est les meilleures occasions des fois, pof. Et ça se boit avec quoi alors? Ça peut se boire comme ça en apéro et sinon c'est... Bon, ça se boit les trois quarts. Bon, moi, celui que je reprends, c'est plutôt du brut. On le boit en apéro, mais ça va avec les entrées, ça va avec des amuse-gueules, ça peut aller avec des poissons, ça peut aller avec beaucoup de choses en guise de vin blanc. On peut manger même des viandes blanches avec le crément, et puis après les desserts et ainsi de suite. Hein. Ah, ouais. Ça peut se boire tout le temps, quoi. Ça peut se boire tout le temps. Ça peut se boire tout le temps. Ah, c'est le message à faire passer un peu à tout le monde. Ça peut se boire tout le temps. Puisque vous avez des cuvées de blanc sec, vous avez des cuvées de blanc un petit peu moins sec, on a des cuvées un peu plus demi-sec, on a des cuvées vraiment dessert. Donc il y en a pour toute la nuit, hein. Toute la journée, toute la nuit. On peut passer un bon week-end, quoi. À boire que du crément jour et nuit. Que du crément. Et ça fait pas mal à la tête. Hein. Les gens disent, ah, ça fait mal à la tête. Mais non, ça fait pas. Ça fait mal à la tête si vous prenez le bouchon dans la tête, mais sinon, hein, comment? Le casse-croûte, il venait d'où? Alors, du boucher charcutier de Chitry. De Chitry. Ouais. Donc, du bon pâté, du bon jambon.
Il y avait-il du bon, Et on a fait commerçant à et y avait-il du bon vin? Ouais, bah, on avait du chardonnay du Languedoc. Bon cher, hein. C'est léger.